l'atelier d'aujourd'hui qui me correspond, c'est comment augmenter votre panier moyen avec votre clientèle. Donc là, l'objectif, c'est j'ai des clients qui rentrent à la pharmacie, comment faire pour augmenter le ticket moyen, le panier moyen sur les ventes des clients qui sont présents. Là, on ne va pas parler de comment capter d'autres clients, comment faire que la pharmacie soit plus attractive. On va vraiment sur ceux qui rentrent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois dans ma pharmacie. Donc, premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que le panier moyen. C'est quoi le concept du panier moyen? Donc, c'est très simple, c'est l'image du panier. Et ce panier, quand on va faire les courses, eh ben, on met les produits qu'on a besoin d'acheter. En pharmacie, en général, on n'a pas de panier. Il n'y a pas le panier physique où les clients vont mettre les produits dans le panier. Mais l'idée, c'est que la vente à la fin soit la plus conséquente possible, toujours sans oublier que le point de départ du modèle d'entreprise que nous avons, c'est une pharmacie. Donc, ce qui est au-dessus, on va dire, de la rentabilité, ce qui est au-dessus de tout critère, c'est la santé de mon patient. C'est-à-dire que ça ne va pas être vendre pour vendre. L'objectif, c'est de vendre de la qualité du complément sur sa santé, du complément sur ce qu'il me demande. Mais en aucun cas, chercher à, ce qu'on veut dire, arnaquer le client et vendre le maximum. Ce n'est pas l'objectif. Au contraire, c'est contre-productif parce que la vente se fait aujourd'hui et elle ne se fera plus jamais. Donc le panier moyen, le panier aujourd'hui, il grossit, mais après, le panier, il est percé. Il ne viendra plus. Donc c'est très important de bien comprendre qu'il y a différents tickets. On parle de panier moyen, de ticket moyen, parce que c'est le papier qu'on donne aux clients. Et il y a différents tickets qui vont être analysés. Donc, il y a le ticket médicament, ça veut dire les clients, on va le voir tout de suite, les patients. Il y a le ticket de vente libre, c'est-à-dire les gens qui ne viennent pas avec des ordonnances, qui ne viennent pas avec des pathologies concrètes, ils viennent pour acheter de la vente libre, des produits qui ne nécessitent pas d'ordonnance officiellement, de la parapharmacie, de l'orthopédie, des produits de puriculture, de l'alimentation infantile. Donc ça ne nécessite pas de médicaments. C'est ce qu'on appelle la vente libre. Et là aussi, on peut jouer sur le ticket moyen de la vente libre. Et ensuite, et pour moi, en tant que consultant, c'est l'idéal, c'est le ticket mixte. C'est faire en sorte que quand quelqu'un vient, lui, augmenter son panier avec des compléments qui, en général, ne trouvera que dans ma pharmacie. Et c'est l'objectif aussi. Donc, la définition, c'est ce que je vous ai dit, c'est très simple. Le panier moyen, le ticket moyen, c'est l'ensemble de vos transactions de la journée, du mois, qui vont être divisés par le nombre d'opérations. Ce ticket moyen, ce panier moyen, on peut le faire par jour, on peut le faire par mois, par semaine, on peut le faire sur l'année, bon là il n'y a pas de grand intérêt, mais on peut le faire aussi par laboratoire, par catégorie, ça veut dire je veux connaître mon ticket moyen en cosmétique, je veux connaître mon ticket moyen en médicaments, je veux connaître mon ticket moyen sur les produits enfants, etc., etc. Et ça je peux, si j'ai bien catégorisé ma pharmacie, la gestion de catégorie qu'on avait parlé plusieurs fois avant, si j'ai bien catégorisé ma pharmacie, je peux savoir où est-ce qu'on est au niveau du panier moyen pour chaque catégorie. Je peux faire aussi par laboratoire. Et le plus important, et c'est ce qu'on va voir quand on va parler de faire les analyses et faire les études de suivi, c'est le ticket moyen par employé. Nous, en tant que consultants, à chaque fois qu'on analyse les employés, on les analyse sur leur ticket moyen. On regarde le ticket moyen par employé. Donc ça, c'est pour ça qu'il est très important. Ça, après, c'est chacun avec son programme. Mais vous devez faire en sorte que vos employés, vos collaborateurs, fassent leur vente avec leur code client, avec leur code vendeur. Par exemple, moi, si j'ai mon code vendeur qui est ouvert sur l'ordinateur 7, c'est moi qui dois être sur l'ordinateur 7. Parce qu'après, si vous venez, vous vendez derrière, elle vend, bah ça compte pour moi. Donc moi, après, ma patronne ou mon patron, il peut me dire « Ah oui, tu as bien travaillé. » Oui, bon, elles sont venues vendre derrière et comme madame a eu une bonne vente de cosmétiques, ça m'a augmenté. Donc c'est pour ça, si on veut que ce soit analysable, si on veut pouvoir mesurer ces quantités, il faut que chaque employé ait son poste et aussi ait son code d'accès pour pouvoir justement avoir cette analyse. Et le panier moyen ne reflète pas la rentabilité. Attention. Le panier moyen, c'est la moyenne
de la somme vendue divisée par la quantité de transactions. Mais il ne me dit pas si, par exemple, le panier moyen... Ah, voilà, là c'est mieux. Il ne me dit pas si le panier moyen, par exemple, de tel employé est plus rentable en termes de marge qu'un autre employé. Après, c'est un deuxième type d'analyse sur les marges et les rentabilités. Mais, au moins, ça va me permettre aussi de voir les clients, les employés qui n'ont pas peur de vendre. Parce qu'en pharmacie, il y a un facteur, c'est le prix, qui n'est pas un problème, et je vais entendre jacasser, pour le client, de manière générale, mais c'est un problème au niveau des collaborateurs. Beaucoup de collaborateurs ont peur de vendre cher. Mais moi, à chaque fois, quand on me dit c'est cher, je dis toujours par rapport à quoi? Le mot cher n'a aucune valeur dit comme ça dans l'air. Par exemple, je vous donne un exemple. Une Mercedes à 10 000 euros. C'est cher ou c'est pas cher? C'est pas cher. Il y a des gens qui ont douté. Mais madame connaît Mercedes, donc elle sait que 10 000 euros, c'est vraiment donné. Maintenant, je vous dis un paquet de chips à 50 euros. C'est cher. Donc, tout est relatif. Il faut ramener à chaque fois ce qu'on parle dans un référentiel où il peut être comparable. Je ne peux pas comparer un paquet de chips à 50 euros avec, par exemple, une voiture à 10 000 euros. Vous avez bien vu que les écarts sont énormes, mais on est dans deux types de référentiels. Donc, à la pharmacie, c'est la même chose. On ne peut pas comparer les marques, parce que des fois, on a tendance à dire « Ah, telle marque est moins chère que l'autre ». Oui, mais il y a un motif. Je veux dire, ce n'est pas la marque qui cherche juste à augmenter les prix. Donc, le ticket moyen médicament, ça représente donc la somme dépensée par les clients sur une opération, la somme de ces opérations divisée par la quantité d'opérations qu'on a. Le médicament, ici au Maroc, vous avez des médicaments qui sont très accessibles, pas chers, donc du coup, ils tirent le ticket vers le bas. À la différence, la vente libre, par exemple, un produit d'orthopédie, par exemple une ceinture, une genouillère, ou même des produits de cosmétiques, là, le panier moyen va pousser. Automatiquement, si j'ai un employé qui ne fait que de la vente de cosmétiques, je ne vais pas lui exiger la même chose que les collaborateurs qui sont au comptoir. Parce qu'eux, ils vendent beaucoup de médicaments qui ont des prix tirés vers le bas. Et au contraire, quand on vend que de la cosmétique, les tickets sont tirés vers le haut. Et ces tickets-là, les tickets mixtes, ce sont les tickets qui sont, entre guillemets, les plus proches de la réalité, parce qu'en général, la pharmacie, on fait les deux. Un client vient, il vient prendre une crème, il a une ordonnance, des fois vous avez des ordonnances de dermato, où il va avoir par exemple un antifongique, donc on est sur le médicament, et il a associé un solaire, une crème, un hydratant, donc on est sur la vente libre. Donc quand on fait la moyenne, enfin quand on fait le mélange libre et ordonnance, on est sur le ticket mixte. Donc ce ticket est intermédiaire aux deux. Le ticket moyen médicament. Donc on a des moyens de pouvoir influencer cette vente. Donc on a les ordonnances bien sûr, mais attention. On a le type de médicaments, donc il y a des médicaments qui vont coûter moins cher, les génériques, la marque va coûter plus cher, mais ça ne veut pas forcément dire pour vous plus de rentabilité. On parle maintenant juste de valeur numérique de la vente. La fréquence des prescriptions, donc effectivement si j'ai des patients qui vont prendre un médicament ponctuel, un antibiotique cher, l'antibiotique ils vont le prendre cette semaine. Par contre, un patient qui va être sous statine, sous hypertenseur, sous anticoagulant, ça va être beaucoup plus fréquent. Et là, comment je vais jouer sur la fréquence? C'est justement en jouant sur la fidélisation, en jouant sur tout ce qui va être le bon conseil au niveau du comptoir. Et ça, on va voir que ça va passer par la formation des collaborateurs. Il faut que mes collaborateurs sachent recommander au comptoir. Parce que recevoir une ordonnance, ça ne veut pas dire dispenser seulement l'ordonnance. Il faut dispenser des conseils. C'est très important. Et on a l'augmentation de la marge avec les marchés. Là, oui, je vais pouvoir jouer sur la rentabilité. Ça veut dire que le ticket médicament, et vous êtes beaucoup à faire, on fait tous des médicaments, mais il y a des pharmacies qui sont très axées sur le médicament et justement, elles viennent à ce type d'événement pour développer ce qui va être la vente libre et la parapharmacie. Mais ces pharmacies-là, qui aujourd'hui ne sont que axées sur le médicament, ce sont des pharmacies qui peuvent être très rentables si, bien sûr, elles font une bonne gestion de stock, c'est là où on dit,
l'évaluation, toujours une gestion de stock, une gestion de l'ABCD et les inventaires pour pouvoir avoir le produit toujours disponible. Les inventaires, c'est très important parce que quand on a des erreurs de stock, et moi, par exemple, mon stock me dit, je dis une bêtise, j'ai une boîte de Crestor 10 mg, mais la boîte, elle n'est pas là. Donc, du coup, automatiquement, quand j'ai l'ordonnance qui vient, je perds la vente. Donc, la vente ne se fait pas, automatiquement, c'est de l'argent en moins dans la caisse. Parce que le client me dit, non, c'est bon, je vais aller dans l'autre pharmacie, je n'ai pas le temps, je suis de passage, etc. Et c'est pour ça que les inventaires, vous avez deux types d'inventaires. Vous avez l'inventaire annuel, que là, c'est, on va dire, l'administration qui vous oblige à le faire pour des raisons de comptabilité. Mais moi, j'invite toujours les pharmacies, avant chaque marché, c'est-à-dire que là, je vais préparer mon marché de mes médicaments X. Comme je vais faire le marché, je vais vérifier le stock. Comme je vais faire un marché, par définition, mon stock est très petit. J'ai besoin de stock. C'est pour ça que je fais le marché. Donc, c'est le moment idéal pour contrôler le stock. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai très peu de quantité. C'est ce qu'on appelle les mini-inventaires qu'on peut faire tout au long de l'année par laboratoire au moment de préparer les marchés. Et la stratégie, comment je vais augmenter, à part cette gestion d'inventaire, comment je vais pouvoir augmenter ce panier de médicaments, c'est sur le conseil des médicaments complémentaires. Et là, je vais vous prendre un exemple concret, les IPP. OK? Donc, les pharmaciens, on sait tout ce que c'est les IPP. Combien d'entre vous, quand un patient reçoit une ordonnance d'IPP, vous lui posez la question combien de temps ça fait qu'il prend l'IPP? Depuis combien de temps il est sous traitement d'IPP? C'est une question banale, mais qui peut donner beaucoup d'informations. Quel est l'intérêt de cette question? Alors, c'est une ordonnance, hein, je vous explique. Une ordonnance vient, il y a marqué oméprazole, 20 mg, ou je ne cite pas de marque. Donc, je vais dispenser le médicament. Mais si je lui pose la question, c'est un nouveau traitement? Non, mon objectif, ce n'est pas de savoir s'il a un IPP à la maison. Je ne discute pas l'ordonnance du médecin. Le médecin lui a mis oméprazole 20 mg, je vais m'exécuter, je vais aller au tiroir, je prends 20 mg, la marque que j'ai ou qui a été prescrite, et donc je le sors. Mais par contre, quand je vous dis que vous pouvez mettre un médicament complémentaire ou un produit complémentaire, vous savez que les IPP, il y a deux cas. Ou le patient, c'est un nouveau traitement, ou c'est un traitement de continu. Et donc, il va dire, non, je le prends déjà, je le prends en continu. Parfait. Donc, simplement, je lui répète, n'oubliez pas de le prendre tous les matins avant le petit déjeuner. Donc, je lui rappelle l'indication et la posologie. Ça ne coûte rien de le faire au comptoir systématiquement. Moi, à chaque fois, je dis aux employés, parce que je sers aussi au comptoir, je leur dis, nous, de toute façon, on est là 8 heures par jour. On est là jusqu'à la fermeture, ou jusqu'à l'heure qui arrive quand on change d'équipe. Donc moi, répéter 20 fois que vous allez prendre l'oméprazole 1 fois par jour avant le petit déjeuner, c'est pas grave, c'est mon travail de le répéter. Chaque patient qui rentre n'a pas la même information. Peut-être que madame, ça fait 5 ans qu'elle prend l'IPP, donc elle sait très bien comment on le prend, et vous, on vient de vous le donner, donc vous ne savez pas du tout. Vous êtes allé chez le médecin, il vous a dit tellement d'informations, vous avez oublié. Donc ça ne coûte rien de lui répéter la posologie. Mais dans le premier cas, où elle me dit, non, c'est nouveau. Si maintenant, et vous allez voir que la stratégie de conseil, elle est basée sur le cœur de notre profession, la pharmacologie. Quelle est la particularité des IPP? L'action. C'est rapide, ça prend du temps, c'est immédiat. Ça prend combien de temps? Les IPP, il faut prendre ça en continu pendant 1 semaine pour avoir les premiers effets. Donc, si moi je souffre de brûlure d'estomac, mon oméprazole ne va pas me donner la solution ce soir et demain. Qu'est-ce que j'ai en pharmacie pour compléter l'IPP? Des pansements antiacides. Et des pansements antiacides, vous en avez. Donc moi je vais lui expliquer, je vais dire voilà, le médicament est nouveau. Et je lui explique. Ça va mettre une petite semaine à donner les premiers effets. Pendant ce temps-là, si vous avez trop de brûlure d'estomac, je vous recommande un pansement gastrique. Mais là, vous avez dit que c'est une ordonnance. Oui. Et là, une ordonnance, on va intervenir encore. Non, je n'interviens pas sur l'ordonnance. Je joue sur la pharmacologie, c'est différent. On est quand même pharmacien, je veux dire, on ne vend pas une crème là.
On vend un médicament qui, le médicament, pareil, si on joue sur l'antibiotique, on connaît parfaitement l'effet secondaire, ça va jouer... Comment? En principe, c'est le médecin qui va juger qu'il lui a associé un antiacide avant pour que ça fasse son action. Mais, oh. Oui, mais si... Avec son ordonnance. On a du mal quand il y a un malade qui se présente avec son ordonnance. Moi, je lui donne et je commence à lui dire, je t'associe au même. Non, c'est là l'erreur. Vous n'allez pas lui associer. Vous allez commencer à lui poser des questions. Vous allez poser des questions. Et je vous rappelle que personne ne met un pistolet sur la tempe de quelqu'un. Dire, moi, je vous parle de pharmacologie, je vous parle de pourquoi moi j'ai fait mes études. Moi, je n'ai pas fait mes études pour découper des coupons et les mettre dans un sac. Ça, c'est pas mon job. Non, dans la pratique quotidienne, je parle de notre pratique quotidienne. Oui, la pratique quotidienne, c'est ce que je vous dis. C'est que moi, aujourd'hui, je travaille ici au Maroc et en Espagne. Et moi, dans 99% des cas, quand je rentre dans une pharmacie, avec ou sans ordonnance, personne ne me pose la question depuis combien de temps je prends le traitement. Et si je le prends depuis un certain temps, si j'ai des résultats, personne ne se préoccupe de ça. C'est une réalité. Moi, je le vois tous les jours. Et ça, justement, c'est ce qui va nous permettre de gagner, premièrement, de l'empathie avec nos patients, et ensuite, de voir comment je peux l'aider à améliorer son adhésion au traitement. Parce que moi, je prends mon IPP. Pendant 2 jours, 3 jours, je ne vois pas de résultat. Je fais, recette flous, et je jette la boîte. Parce que personne ne m'a dit ça. Et vous avez d'autres médicaments, et là, ça devient plus problématique, ce sont les antidépresseurs. Les médicaments de récapture de la sérotonine, il faut attendre 2 semaines pour avoir le résultat. Et là, on ne parle pas de brûlure d'estomac, on parle de gens qui ont des dépressions, et des fois des dépressions fortes. Et beaucoup de patients, le médecin, des fois, il n'a pas le temps d'expliquer tout ça aux clients. Et donc, du coup, il compte sur le pharmacien pour réexpliquer le traitement. Alors pour la dépression, on donne quoi pour accélérer? Vous pouvez donner, mais on passera sur une vente associée, et ça, après, vous analysez les ordonnances. Et justement, vous allez me dire, on agit sur l'ordonnance. Oui, mais ça, vous agissez quand vous avez, vous et vos collaborateurs, suffisamment de formation. C'est très important. Aujourd'hui, si on veut augmenter le ticket moyen du médicament, c'est en connaissant bien la pharmacologie, en contrôlant bien. Oui. On est souvent confronté avec les patients à qui on va donner le conseil. Donc quand on va donner le conseil, on va pouvoir associer l'antiacide. Oui. On va lui dire que ça ne va pas donner le résultat qu'au bout de 2 jours, donc il faut l'antiacide. Parce que souvent, on le fait dans le cadre du conseil. Oui, voilà. Donc, on n'a pas besoin de l'ordonnance. Le conseil, oui, alors moi je parle aujourd'hui officiellement, c'est sur ordonnance. Mais on vend l'oméprazole sans ordonnance, effectivement. Mais là, on va passer sur la vente libre. Donc ça, c'est de la vente libre, ce n'est pas de la vente de médicaments. Et donc, ensuite, il faut avoir, comment dire, faire un suivi de nos clients, enfin de nos patients, et leur dire, voilà, ce traitement, c'est pour 30 jours, donc n'hésitez pas à revenir, etc., etc. Et on peut faire un système d'agenda et de fiches clients pour rappeler aux clients qu'il faut renouveler ces médicaments. Si c'est des médicaments chroniques, si c'est un médicament d'une semaine, on ne va pas le déranger. Oui, Okay. d'autant plus, même les IPP, ils peuvent entraîner une diminution de l'absorption de la vitamine D. Oui. Donc, il vaut mieux... Alors oui, moi j'ai pris un exemple, parce que l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas la formation, mais c'est pour voir que si je contrôle bien ma pharmacologie, je peux vendre ce que je veux, sans, bien sûr, arnaquer le client. L'objectif, c'est de l'accompagner et ne pas l'obliger à acheter, c'est lui donner les conseils. Ensuite, on a le ticket de vente libre. Alors le ticket de vente libre, ça, entre guillemets, c'est ouvert à tout. Et là aussi, le facteur influent, ça va jouer sur la disponibilité des produits. Donc si j'ai une cliente ou un client qui rentre avec une ordonnance, par exemple de dermatologie, il va avoir certains produits prescrits, il faudra avoir les produits. Après, c'est difficile parce que les médecins changent, etc. Mais quand il rentre sans l'ordonnance, il cherche des gammes. Donc moi, et je l'avais posé la question aux pharmaciens qui avaient participé au module de formation de dermocosmétique, combien d'entre vous faites une analyse de vos concurrents proches pour voir quelle marque ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont? Parce qu'une chose, c'est ce que me demandent les clients, mais aussi voir qu'est-ce que mes concurrents. Mes concurrents, ce sont les parapharmacies, mais les pharmacies. Si moi, ma pharmacie est dans le chaînage de madame, ben, j'aimerais bien savoir ce qu'elle travaille.
Parce que ça peut m'orienter. Peut-être que moi, je suis en train d'aller sur le mur avec une autre marque. Et au contraire, il y a plus de demandes sur l'autre marque. Donc, déjà, il faut faire une étude de diversité des gammes et des produits disponibles qui peuvent être de la cosmétique, des compléments alimentaires, des produits d'hygiène intime, du bucco-dentaire. Si j'ai des cliniques dentaires proches, eh ben, il faut avoir ce type de produit, etc., etc. Voir aussi s'il y a la possibilité de créer des promotions et des offres, et que ces promotions et ces offres soient communiquées. Parce que si elles ne sont pas communiquées, le client ne va pas le savoir. Il va dire, oui, elle vend cette marque comme tout le monde, ok. Mais si aujourd'hui j'ai une promotion, que d'autres n'ont pas, vous allez me dire comment ils ne l'ont pas, ben c'est très simple. Si vous faites un marché avec le laboratoire, vous aurez des offres que n'auront pas les autres pharmacies parce qu'elles passent par des grossistes. Et donc, ça peut paraître anodin, mais peut-être que tout autour de vous, tout le monde passe par le grossiste para. Et vous êtes la seule qui va en direct. Donc vous avez un avantage sur les cadeaux, sur les compléments, sur les mini-tailles, etc., etc. Parce qu'au final, c'est du produit ajouté. Mais il faut le communiquer pour que le client le sache. Et, on l'a parlé ce matin, le positionnement et l'accessibilité des produits. Tout ce qui est vente libre, par définition, comme c'est libre, il faut que ce soit à la portée du client. Le produit ne peut pas être derrière une vitrine, il ne peut pas être derrière le comptoir, ou encore moins dans un placard. Il faut que le produit soit accessible. Et l'accessibilité, ce n'est pas uniquement le fait qu'il puisse y toucher, c'est qu'il soit organisé. C'est-à-dire que j'ai la cosmétique, j'ai l'hygiène bucco-dentaire, j'ai l'hygiène intime, j'ai les produits enfants, et ils doivent être ensemble. Ce matin, je parlais avec une pharmacienne qui me disait, je vais mettre la cosmétique ici, et là, je vais mettre l'autre partie de la cosmétique. Donc, je dis, oui, mais si le client va par là, il ne va pas penser à aller par là-bas. Donc, du coup, le logique, c'est d'avoir la cosmétique ici, et ensuite, ce qui suit la cosmétique, dans son suivi du parcours. Et de l'autre côté, je mets d'autres types de produits. Mais j'évite au client d'aller à droite à gauche pour trouver ce qu'il veut. Premièrement, parce qu'il ne va pas le faire. Et deuxièmement, s'il va d'un côté, il ne verra pas l'autre. Automatiquement, je pénalise l'autre côté. La stratégie, donc là, c'est merchandising efficace. Qui dit merchandising efficace, qu'on entend par le mot efficace, c'est un merchandising dynamique. Il faut que les produits se déplacent dans la pharmacie. Comment? Avec les saisons. En ce moment, on est en plein solaire, il faut que les solaires soient accessibles. Il faut que les gens, quand ils rentrent, la première chose qui tombe, c'est sur les solaires. Ce n'est pas sur les produits pour l'immunité. Ça, c'est en hiver, en début d'automne. Ou quand on a des changements de température brusques et qui durent dans la semaine, il se pleut beaucoup, les gens commencent à me racheter beaucoup d'antigrippaux, je peux ressortir les gelées royales, le miel, etc. et le mettre accessible parce que je joue sur un effet temporaire, parce que le temps a changé et les gens sont retombés malades. Aussi, jouer sur les marges. Les produits qui me donnent le plus forte rentabilité auront la meilleure place dans ma pharmacie. C'est évident. Ce n'est pas forcément à chaque fois le produit d'appel. Le produit d'appel peut être un produit qui n'est pas très très rentable, mais qui va, par définition, appeler le client depuis la rue pour qu'il rentre. Et une fois qu'il rentre, il va se trouver avec mon rayon, et là, il va voir que j'ai d'autres produits, et moi, en conseil, et ça passe par la formation des équipes, j'insiste, je vais vous parler toujours de formation des équipes, parce qu'il n'y a pas 50 solutions pour augmenter le panier moyen. Il faut former les équipes. Aujourd'hui, je vois que vous êtes quasiment tous titulaires ou futurs titulaires. J'ai vu quelques étudiants en pharmacie qui étaient par là, mais vous ne faites pas participer vos collaborateurs à ce type d'événement. Et c'est dommage, parce que c'est eux qui sont tous les jours à la pharmacie. Je ne dis pas que vous n'allez pas à votre pharmacie, mais vous ne représentez qu'une personne. Et par exemple, j'ai des clients, ils ont 4 employés, automatiquement, les 4 autres vont vendre plus qu'un titulaire. C'est statistique, il n'y a pas besoin d'être Superman. C'est 4 contre 1, les 4, ils vont vendre beaucoup plus. Sachant que la une, toute seule, elle ne va pas pouvoir faire l'ouverture et la fermeture tout le temps. Elle n'a pas de vie sinon. Donc, elle ne va pas forcément être dans les 2 équipes. Il y aura une équipe du matin, une équipe de l'après-midi, etc. Et il faut voir aussi les offres qu'on peut avoir avec les laboratoires, jouer sur les marchés, les promotions, etc. Et ça passe par négocier avec les laboratoires. Donc vous aurez des laboratoires qui vont être plus flexibles, pour dire ça comme ça, et d'autres qui vont être beaucoup plus rigides. Et ça, il faudra le mettre en adéquation avec la demande du client et également avec votre intérêt économique, si je suis plus intéressé à travailler avec celui-ci ou avec l'autre. Et pareil, toujours,
gestion de stock, contrôle de l'ABCD. Alors, je vous ai écrit l'ABCD, mais j'en ai parlé plusieurs fois quand j'ai participé à des événements. L'ABCD, c'est le type de rotation des produits. A, forte rotation, ça se vend tous les jours. B, rotation élevée. C, rotation moyenne et faible. D, stock dormant. Mais stock dormant, je l'appelle stock mort, parce qu'il ne bouge pas. Ça veut dire que le produit, ça fait 12 mois qu'il est rentré, et pendant 12 mois, il n'a pas été vendu une seule fois. C'est-à-dire que ce produit doit disparaître de la pharmacie. On ne peut pas continuer à l'avoir. J'entends des pharmacies qui me disent « Non, l'autre jour, une cliente est venue m'a posé la question. » Et je lui dis « Mais... » Elle t'a posé la question, oui. Parce que le produit est toujours là. Elle me dit « Oui, elle ne l'a pas pris. » Je lui dis « Mais il ne sert à rien. » Parce que si c'était qu'un produit dans ta pharmacie, je te dirais « Oui, garde-le. On fait un peu de bénévolat. » Mais c'est un produit. Et des fois, c'est une référence avec 4 produits de cette référence. Donc, ça commence à peser dans la trésorerie. Parce que cet argent, ça veut dire que s'il est là depuis 12 mois, il a été payé, mais il n'a pas été remboursé. C'est-à-dire que la trésorerie a été avancée par d'autres produits. Et des fois pire, par de l'argent personnel du titulaire. Donc, ces produits-là doivent disparaître. Et cette analyse va me permettre, surtout dans la vente libre et la vente médicaments, d'analyser quels sont les produits sur lesquels je vais devoir augmenter mes marchés. Parce que automatiquement, j'ai des produits, par exemple, qui sont en catégorie B, qui se vendent tous les 2 jours, mais d'un coup, il y a une forte demande sur ce produit, et les 6 derniers mois, je suis en train de le vendre tous les jours. Donc, je vais augmenter mon stock minimum et maximum pour ne pas perdre de vente. Et ça va me permettre de réajuster mon stock tous les 6 mois, tous les 12 mois, pour justement avoir le stock le plus propre possible. D'un côté, les produits A et B pour augmenter mes ventes, en termes de numéro d'opération, et le D pour éviter le stock dormant et donc du coup éviter les trésoreries perdues. L'inventaire, c'est ce que j'avais dit avant, et l'analyse des tendances. Quand on est dans la vente libre, plus que la vente médicaments, les tendances jouent beaucoup. Par exemple, dernièrement, et vous le voyez en cosmétique, les sérums sont à la tendance, et les sérums en gouttes. Uriage, par exemple, a sorti le sien, ils n'en avaient pas avant. Bioderma avait des sérums, mais en pompe. Ils ont changé les flacons, maintenant c'est en gouttes. Donc, ces produits sont des produits de tendance, parce que ce sont des produits qui sont, premièrement, prescrits par les dermatologues, des produits qui sont publicités par les réseaux sociaux, et qui sont aussi mis en avant par les laboratoires qui les produisent. Donc, il faut que j'ai ce type de produit. Là, avec les saisons solaires, ce qui marche beaucoup, ce sont les textures très fluides, les textures légères, les textures qui sont quasiment, on va dire, quand on agite, c'est quasiment de l'eau, qui ne soient pas grasses, qui soient transparentes. C'est-à-dire quand je le mets, on voit, et je ne reste pas le visage blanc. Et avec les jeunes filles, on a de plus en plus tendance à aller sur les colorés. Donc ça, ce sont des tendances qui, ceux qui ont la pharmacie depuis un certain temps, il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années, au Maroc, en général, quand on achetait un écran solaire, on le prenait sans couleur. On prenait un écran blanc. Point barre. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Les jeunes veulent des crèmes avec couleur. Et cette tendance, par exemple, si on s'extrapole, c'est une tendance qu'ont les orientaux. Les asiatiques et les arabes ont tendance à acheter des crèmes sans couleur. Mais ces dernières années, la consommation de ces populations ont changé. Elles veulent des crèmes teintées. Donc du coup, il faut que moi aussi, j'adapte mes marchés, j'adapte mon exposition de produits et je mette en avant ces produits pour montrer à cette clientèle que je suis à l'avant-pointe des tendances. Et le ticket mixte, donc ça reprend ce qu'on avait vu des 2 autres tickets, sachant que là, effectivement, on va contrôler les effets secondaires. Dans le premier, quand je vous ai dit qu'on parlait du ticket médicament, c'est contrôler la pharmacologie. Donc, je sais que tel médicament tarde un peu plus, je sais que celui-ci peut provoquer telle ou telle chose. Et là, sur le ticket mixte, on est quand même des pharmacies, donc ça veut dire que les gens rentrent en premier avec une ordonnance ou avec des médicaments en tête, et vous savez que beaucoup de médicaments provoquent des effets secondaires. Par exemple, si on revient sur les IPP, vous l'avez dit, les IPP peuvent jouer sur l'absorption de vitamine D. Donc, par exemple, je peux poser la question si la personne a fait dernièrement une analyse de vitamine D. Moi, je ne fais pas d'analyse de vitamine D.
mais je lui laisse le doute. Donc la prochaine fois, quand il va voir son médecin, elle demandera une analyse de vitamine D. Ou elle-même, elle peut se payer, aller chez le laboratoire, faites-moi une analyse de vitamine D, je vais voir à quel niveau je suis. Elle va voir qu'elle est basse, et elle va revenir vers vous. Dès que l'analyse, elle dit la vitamine D taïha. Et donc du coup, je veux dire, je peux vous recommander un complément alimentaire à base de vitamine D, et je lui explique comment le prendre, etc. C'est du suivi de patient. Mais par exemple, plus facile, sans aller des analyses de vitamine D, les IPP sont photosensibles, provoquent des taches avec le soleil. Et là, on est en plein dedans. Donc, si systématiquement, quand quelqu'un rentre à la pharmacie et me demande un IPP, je lui pose la question s'il a l'habitude de le prendre, etc. Et je lui dis, en fin de vente, je dis, rappelez-vous de vous appliquer un photoprotecteur tous les jours parce que le médicament provoque des taches. Je ne savais pas, on ne me l'a jamais dit. Moi, je vous le dis, continuez votre traitement, mais mettez-vous un écran solaire tous les jours. Donc, vous n'allez pas avoir systématiquement une vente qui va se traduire avec un écran solaire, mais ça reste dans la tête du client. Et quand son solaire se termine, j'ai besoin de mon IPP, mais en même temps, je vais acheter mon solaire à la pharmacie. On peut faire ça avec les solaires, on peut le faire avec les diabétiques. Les complications du diabète provoquent des sécheresses cutanées, la peau sèche, problème de mucose buccale, problème de pieds et mains sèches, problème de circulatoire. Donc j'ai plein de produits de parapharmacie, je ne parle pas de médicaments, là je parle de parapharmacie, des crèmes pour les jambes lourdes, des crèmes pour les pieds, des gels douche nutritifs, etc., etc. Mais pour ça, il faut que je contrôle les effets secondaires. Savoir quel médicament provoque tel effet. Et quelle solution moi j'ai en pharmacie pour contrebalancer cet effet secondaire. Donc vous voyez, pour augmenter les tickets, la formation et la connaissance est primordiale. C'est-à-dire qu'il faut former les équipes, il faut leur expliquer comment faire une bonne vente. Et donc, les analyses également. Et favoriser les ventes impulsives. Donc là, on rejoint l'aménagement de la pharmacie. Il faut que les comptoirs soient dynamiques. Il faut que je mette des petites promotions, des petits produits qui vont compléter les ventes. Par exemple, vous avez en ce moment, comme on parle de solaire, vous avez des marques qui ont des sticks solaires, qui ont sorti leur gamme de sticks. Vous pouvez les mettre au comptoir en ce moment, plutôt qu'en rayon. Déjà, premièrement, parce qu'ils sont petits en rayon, on peut me les voler facilement. Je les ai à la caisse, je les vois. Donc c'est facile aussi de les recommander et de leur donner de la visibilité. Parce que peut-être dans le rayon, à côté de flacons de 30 cm ou 20 cm, un petit stick ne va pas se voir forcément. Mais au comptoir, il se voit facilement. Donc, oui? Non. Donc, c'est très important, l'analyse et l'optimisation. Il faut faire le suivi, c'est très important. Le suivi est la clé de la réussite. Si vous voulez avancer, il faut dire, voilà, j'ai mené tant d'opérations, j'ai mené cette stratégie, maintenant je vais analyser, donc avec mon logiciel, je vais analyser les différents tickets. Et l'idée c'est, par exemple, si j'ai 2-3 employés, je sors le ticket moyen de mes employés, que je peux sortir par catégorie, comme je peux sortir par vente globale. Je prends le ticket mixte, global. Et là, j'ai un tel montant. Et je peux mettre des objectifs de vente à mon équipe en leur disant, voilà, on va travailler sur le ticket moyen. Votre ticket moyen est de temps, on va l'augmenter de 10%. Si on augmente de 10%, on peut avoir un cadeau, on peut mettre une prime, on peut mettre des produits que les laboratoires nous donnent. Donc, il y a plusieurs manières de stimuler. Mais je vois qu'une personne qui sourit, mais la stimulation, elle est valable à partir de la rentabilité. Ça veut dire que si moi, par exemple, j'ai une équipe de 3 personnes, et dans les 3 personnes, j'en ai 2 qui ont un ticket moyen normal, bon, mais une 3e qui est très bas, il faut que j'analyse pourquoi elle est très bas. Pourquoi son ticket est très bas. Peut-être que c'est celle qui s'occupe des réceptions. Peut-être qu'elle s'occupe des commandes. Elle fait d'autres tâches, elle fait des livraisons, etc. Donc du coup, elle est moins de temps au comptoir. Mais si elle a le même temps au comptoir que les autres, il faut que je puisse analyser avec elle et dire, voilà, qu'est-ce qui t'arrive, un tel, comment je peux t'aider, qu'est-ce que tu as besoin pour augmenter tes ventes, parce que tu as du retard sur tes collègues. L'objectif n'est pas de l'humilier ou de la maltraiter, au contraire, c'est de voir pourquoi cette personne est plus faible par rapport aux autres. Et si, parce qu'il y a des profils qui ne sont pas des bons profils vendeurs,
on peut la redistribuer sur ces tâches pour libérer les bons vendeurs, pour qu'ils soient plus longtemps au comptoir parce qu'eux vont être plus rentables, et à elle, lui donner des tâches plus administratives. Tu vas t'occuper des BL, tu vas t'occuper des commandes, tu vas t'occuper des réceptions, tu vas t'occuper des contrôles de stock, etc., etc. Donc du coup, je permets de rentabiliser un salaire, parce que pour moi c'est un salaire, je rentabilise ce salaire et j'optimise les deux autres parce qu'ils vont passer plus de temps au comptoir et donc eux vont augmenter le chiffre de la pharmacie. Et c'est très important d'avoir les feedbacks. Les feedbacks, c'est les retours, tant des clients, voir ce qu'ils ont besoin, simplement leur poser des questions de temps en temps quand on a des bons clients qui viennent régulièrement, leur dire voilà, qu'est-ce que vous aimeriez en plus dans la pharmacie? Quelle marque vous aimeriez voir dans la pharmacie? Et vous avez des clients qui vont vous dire, ils vont commencer à parler, parce que le client, s'il a une chose qu'il adore, c'est qu'on le consulte. Parce qu'il a la sensation qu'il fait partie de l'équipe. Il fait partie des décisions qu'on va prendre. Donc le client va vous dire « Ah, moi j'aimerais bien que vous travailliez cette marque. Ah, j'aimerais bien. » Donc je prends note. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement cet après-midi j'appelle le laboratoire et je fais la commande. Mais je pose la question plusieurs fois à mes clients. Et si je vois que dans les clients, cette marque revient plusieurs fois, bon, je vais appeler le laboratoire, on va analyser, on va retourner sur le point la négociation, etc. Voir au niveau des marges, voir s'il y a un accompagnement du laboratoire pour me former l'équipe, parce qu'effectivement, c'est des nouveaux produits. Déjà que je suis en train de monter cette stratégie, s'ils peuvent me former là-dessus, c'est du temps de gagner. Mais aussi le feedback des employés. Leur poser la question, pourquoi ils bloquent là-dessus? Qu'est-ce qu'ils aimeraient eux aussi comme nouveauté dans la pharmacie? Qu'est-ce qu'ils aimeraient retirer? Peut-être qu'on est en train de travailler une marque, mais ça nous coûte trop de temps, trop d'efforts pour peu de rentabilité. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'avoir parce que c'est nous qui faisons l'effort de le recommander. Ce n'est pas les clients qui viennent de manière passive l'acheter et la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et c'est très important. Et on peut jouer aussi les feedbacks avec les clients, avec des questionnaires. Par exemple, là, quand vous venez à Officine Plus, même quand vous étiez à Officine Expo, à chaque fin d'atelier, vous avez toujours des hôtesses qui vous donnent et vous demandent votre feedback. Et vous participez, la plupart du temps, vous participez. Et bien, c'est la même chose avec vos clients. Alors, ne demandez pas le feedback à vos clients toutes les semaines, mais une fois par an, on peut faire des formulaires, voilà, jouer. Par exemple, nous, on joue beaucoup sur le fait qu'on a envie d'introduire une nouvelle marque de cosmétiques. Voilà, je veux introduire une nouvelle marque de cosmétiques dans ma pharmacie et je fais participer les clients. Je leur dis, voilà, nous allons introduire une nouvelle marque, mais c'est vous qui allez la choisir. Nous allons faire un sondage et ceux qui votent le plus pour telle marque, cette marque sera introduite. Donc bien sûr, moi j'ai fait une étude, j'ai éliminé ceux qui ne m'intéressent pas, j'ai mis les 4 laboratoires sur lesquels je suis intéressé à travailler et je fais le sondage, les sondages sont anonymes. Et les clients disent, la pharmacie, elle a introduit une marque parce que nous, on lui a demandé de l'introduire. Et ça, il n'y a pas 50 endroits qui le font. Et ça, c'est un petit sondage que vous pouvez faire une fois par an sur une marque de cosmétiques, sur une marque de compléments alimentaires, sur un service, sur les horaires de la pharmacie, etc., etc. Donc, ce qui est important aussi, c'est de connaître son client. Ça passe par des techniques de vente et des techniques d'approche du client. Il faut savoir cerner ses clients. Beaucoup de fois, vous ne connaissez pas suffisamment vos clients. Il y a des choses, des données, ce sont des petits détails. Quand on a une cliente qui rentre dans la pharmacie, une femme qui est enceinte, il faut au moins lui dire « félicitations ». Moi, à chaque fois, je dis « félicitations, ça fait combien de temps que vous êtes enceinte ?» Tant. Si c'est une cliente fréquente, elle me dit « tant », je note. Donc, Besma est enceinte de 6 mois. Toute composition bien, dans 3 mois, il lui reste. Donc, on est au mois de... On va rentrer en juillet, donc ça veut dire qu'en octobre, elle va accoucher. Si elle est cliente, elle a une fiche, je le mets dans sa fiche, Besma Intel va accoucher en octobre. Et un petit message quand elle accouche. Mbrok, j'espère que votre enfant est bien arrivé à terme, etc., etc. Et donc, où est-ce qu'elle va acheter ses produits pour le bébé? Chez nous, parce qu'on l'a félicité. Et c'est des petits détails que les clients, dans la vie de tous les jours, ils ne reçoivent de nulle part. Par exemple, Sephora, en Europe, quand vous remplissez la fiche client, ils vous demandent votre anniversaire, votre date de naissance. Et la semaine, ou maintenant je crois que c'est le mois de votre anniversaire, pendant le mois, vous avez 10% sur une journée. Ce n'est pas une vente, c'est une journée
Vous pouvez aller venir toute la journée. Vous pouvez faire différents Sephora. Vous avez 10% le jour que vous choisissez le mois de votre anniversaire. Qu'est-ce que vous croyez? Que les gens vont acheter leur parfum chez Marionneau ou chez un autre? Ils vont aller chez Sephora. Pourquoi? Pourquoi ils leur donnent le mois? Parce qu'ils savent que le jour de l'anniversaire, ils vont recevoir des cadeaux, de l'argent. Et donc, du coup, après, quand ils ont l'argent, ils vont dire « Ah, j'ai 10% chez Sephora ». Donc, c'est des petits détails. Par exemple, moi, j'ai des clients, on fait les anniversaires, on prépare des petits lots, des petits cadeaux, bien sûr, selon la taille du client et aussi selon la disponibilité qu'a la pharmacie. Et on leur dit « Venez, joyeux anniversaire, venez retirer votre cadeau ». Là, on provoque la venue du client. Le client vient, il va repartir avec un cadeau. Et la plupart du temps, ils en profitent pour acheter autre chose. Où ils disent, voilà, ah, j'avais mon ordonnance. Bon, bah, j'en profite, je vais chercher mon cadeau et je prends mon ordonnance. Je vous rappelle que l'ordonnance, c'est aussi de l'argent. Il faut acheter des médicaments. Donc, tout ça, ce sont des petites opérations qui vont permettre de connaître le client, de comprendre aussi ses besoins. Si j'ai une cliente qui est enceinte, ça veut dire qu'elle va avoir besoin de produits de puriculture, etc. Et aussi de comprendre les comportements de mes clients. Donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça fait partie de la formation qu'on donne en parapharmacie dermocosmétique, je vais vous en parler à la fin, pour permettre à vos collaborateurs et à vous-même de bien cerner le type de client et de cerner quand les clients vous mentent et ne vous mentent pas. Pour gagner du temps, dire ah, celui-là il me ment, on ne va pas lui dire en pleine tête, mais on coupe rapidement, de manière très élégante, la vente parce qu'on sait qu'elle mène au mur. Et je ne vais pas perdre mon temps parce que j'ai des gens qui attendent derrière. Et toutes les techniques de fidélisation, ça aussi on l'aborde pendant les modules de formation, c'est très important de fidéliser. La fidélisation, ce n'est pas uniquement être souriant, être agréable avec le client, c'est aussi le rémunérer d'une certaine façon, enfin de le récompenser, parce qu'il vient chez nous. Donc ça peut être des cadeaux, ça peut être par exemple un système de points, après X achats, on vous offre X% de réduction, on vous offre parmi un panel de produits, par exemple j'ai une cliente qui, elle, reçoit des unités gratuites, et ce qu'elle fait avec ces unités gratuites, elle ne les garde pas pour elle ou elle ne les revend pas, elle les garde et elle crée un panier. Et donc les clients, quand ils arrivent, c'est une cliente ici à Casa, hein, vous voyez que c'est possible de le faire ici. Elle dit aux clients, quand vous faites votre 6e achat, elle leur tamponne la carte de fidélité. Quand ils ont fait le 6e achat sur un montant X, elle leur dit, dans le panier de produits, vous pouvez choisir un produit. Et le panier de produits, comment? C'est pas pour le médicament? Non, le médicament, non. Non, quand on parle de fidélisation, on parle de fidélisation de vente libre. Oui, oui. On ne fait pas de cadeaux sur les médicaments. Je parle par exemple de sérum, de crème, de gel douche, de parfum. Mais le client, au final, et là on revient sur le médicament, il va dire, voilà, moi je vais acheter ma para chez un tel, parce que je sais que quand j'achète ma para, je vais pouvoir récupérer un cadeau, un produit gratuit. Et comme les produits qu'elle met dans le panier, il y a toujours un produit ou deux que je consomme, c'est un produit que j'économise. Et comme je vais acheter ma para chez elle, bon, bah, j'en profite et je prends mes ordonnances. Donc du coup, j'ai la cliente sur sa globalité. Et ça me permet d'augmenter mon ticket moyen, mon panier, parce qu'elle vient acheter sa parapharmacie et elle vient acheter ses médicaments. Mais à travers la fidélisation. Là, c'est plus sur la formation, etc. Après, c'est une autre partie où mes collaborateurs vont l'aider à consommer mieux, mais sur la fidélisation, je crée des ventes passives. Et les services additionnels, vous le faites au mois de novembre, le dépistage du diabète. C'est très bien, mais pendant l'année, il y a d'autres pathologies et vous pouvez faire des dépistages du diabète, pas forcément le 14 novembre. Vous pouvez le faire après le ramadan, avant le ramadan, avant l'Eid, etc. Vous avez plusieurs choses. Par exemple, là, l'été arrive, on peut faire des consultations de dépistage de peau, etc., etc. Ou même des ateliers dans la pharmacie, on va parler de l'importance de la protection solaire chez les enfants, l'importance de comment utiliser tel ou tel produit. Les solaires, par exemple, c'est un produit très facile à vendre, parce qu'il y a de la demande, donc les gens achètent du solaire, mais ils ne savent pas comment l'appliquer. Donc un petit atelier, en petit groupe de personnes, ce petit groupe de personnes crée aussi, on va dire, de l'exclusivité pour ces clients qu'on a invités, et ça interpelle les autres. Ah, et pourquoi vous faites quoi avec lui? Bah parce qu'on est en train de lui faire ça, mais si vous voulez, la prochaine fois, on vous inscrit, si vous êtes intéressé. Ah oui, moi, je suis intéressé. Et donc,
ça permet de dynamiser la pharmacie. Et les gens, au final, parce que beaucoup de fois, on me dit, ma pharmacie est dans un quartier populaire. Oui, mais bon, elle est au Maroc. Je veux dire, elle est ici. Donc, quartier populaire ne veut pas dire forcément désespéré. Je veux dire, au contraire, le quartier populaire consomme aussi. Logique, il ne faut pas vous acheter des sérums à 1500 dirhams. On est honnête. Mais ils ont de la consommation. Des crèmes solaires, ils en achètent. Après, effectivement, je m'adapte en fonction du pouvoir d'achat, mais je peux avoir des produits pour elles. Et au contraire, dans les quartiers populaires, elles sont très coquettes aussi. Elles ne veulent pas être abandonnées ou qu'on ne leur recommande pas. Au contraire, elles sont très acheteuses. Et la personne que je vous dis qui fait cette carte de fidélité avec les produits cadeaux est dans un quartier populaire. Donc, il faut s'adapter, mais il y a toujours des solutions pour augmenter la fidélisation et le ticket moyen. Et ensuite, il y a l'optimisation de l'offre de produits. C'est ce qu'on vous disait au début. C'est très important d'avoir un achalandage intelligent de la pharmacie. Ce n'est pas l'objectif de tout avoir. Alors attention, là je fais la différence entre médicaments et vente libre. Les médicaments, il y a des médicaments que je suis obligé de les avoir parce que j'ai les ordonnances qui arrivent, il faut que j'ai le produit, ça c'est logique. Mais en termes d'achalandage de produits de vente libre, il faut faire une analyse. Il faut que je vois qu'est-ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin d'introduire des produits et si je veux faire un effort, et c'est ce qu'on parlait avec beaucoup de titulaires, vous m'abordez à chaque fois le sujet, j'aimerais travailler mais ils me demandent tant de quantité d'implantation, ça fait beaucoup, etc. Oui, mais il y a une chose qui doit jouer dans votre décision, c'est la marge. Moi, par exemple, avec une cliente, pas plus tard que vendredi, on s'est assis avec un laboratoire. Le laboratoire nous a donné des conditions dramatiques. Je lui ai dit, on ira chez le grossiste. Je crois que je lui ai dit à la fin de la réunion, je pense que c'est clair pour vous qu'on ne va pas être client. Parce qu'il n'y a pas de conditions. Et au contraire, il y a d'autres laboratoires qui ont été beaucoup plus flexibles. Et donc, du coup, on va travailler avec eux. La cliente va faire l'effort de dire, voilà, je vais former mon équipe, je vais adapter ma pharmacie, je vais faire du merchandising, du marketing, de la communication digitale et offline sur ces produits-là pour encourager ma clientèle à consommer ces produits-là. Et moi, sur ces produits-là, j'ai de la marge. Donc, je peux ensuite réinvestir sur autre chose, sur la formation, par exemple. Il faut avoir une large gamme de compléments et saisonniers. Complémentaires, ça veut dire tout ce qu'on vient de parler du diabète, etc. Et ensuite, les produits saisonniers. C'est-à-dire que quand les saisons arrivent, c'est parce que moi, j'entendais la semaine dernière, quelqu'un me dit il faut que je commande des solaires. Mais j'avais les solaires, il fallait qu'ils soient commandés depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, il fait beau. Depuis le mois de mai, les gens achètent. Donc, ça veut dire depuis le mois de mai, tu as commandé chez le grossiste avec des marges mauvaises. Ou pire encore, tu as perdu des ventes. Donc ça, il faut préparer les saisons et avoir les produits. C'est ce qu'on appelle les précommandes, les pré-marchés. Merchandising, donc ça aussi, tout ça on aborde dans la formation de management. Toute cette partie-là est abordée dans un module de formation de management qui est réservé aux titulaires. Autant je vous ai parlé de la formation produit, etc., c'est ouvert à tout le monde, mais la formation, on va dire tout ce qui est management, technique, d'organisation, de gestion d'achat, c'est uniquement aux titulaires. La formation qui se fait de parapharmacie est en présentiel et la formation qui se fait en management est online. Donc, c'est là où je parle, c'est important de former les équipes et de préparer des protocoles de vente. Est-ce que vous savez ce que sont les protocoles de vente? Je regarde juste le temps par rapport à pas être... Est-ce que vous savez ce que sont les protocoles de vente? Les techniques de comment vendre. Non. Qu'est-ce qu'on entend par protocole de vente? Mais qu'est-ce que la stratégie? Non. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple que je prends tout le temps. Les probiotiques. Les probiotiques, il y a 50, si ce n'est 100 marques. Okay? Donc vous avez des laboratoires, en termes de probiotiques, qui vous font des marchés. D'autres, non. Okay? Et probiotiques, vous allez en vendre. C'est demandé, et vous aussi, vous pouvez facilement les conseiller au comptoir. Si moi, par exemple, je prends toujours des exemples présentiels, j'ai 3 employés, voilà, et donc, je leur dis, voilà, il faut vendre des probiotiques. Elles le vendent. Elle me vend la marque A, elle me vend la marque B, elle me vend la marque C. Demain, me dit, ah, je vends la marque B, elle me vend la marque C, A, B, A, A. Les ventes sont diluées. Donc, je vends des probiotiques. Quand j'analyse la famille des probiotiques,
J'en ai vendu 2 par jour. Pendant les 22 jours d'ouverture, j'en ai vendu 44. C'est bien, c'est des bonnes ventes. Mais je ne peux pas faire de marché parce que le laboratoire A me demande 40 unités minimum, le laboratoire B me demande 60 unités minimum, le laboratoire C me demande 50 unités. Je vends 40 unités, mais dispatchées. Donc, ce que je dois faire, c'est dire à mon équipe, et c'est là où joue le titulaire, il va analyser les ventes, parce que s'il y a des ventes qui se font toutes seules, c'est le cas de certains produits, ils se vendent tout seuls et la marge est très bonne, allez hop, c'est celui-ci, on ne fait pas d'effort. Comme ça, comme une lettre à la poste. Par contre, si j'ai le laboratoire B qui me donne des meilleures conditions que le A, et il y a une bonne acceptation du produit B dans ma pharmacie, donc je m'installe avec l'équipe, je dis voilà l'équipe, nous allons travailler la marque B de probiotique. Ça veut dire que systématiquement, quand un client rentre, il demande un probiotique sans marque, c'est-à-dire il me dit voilà Brett probiotique, ou il vient avec une ordonnance, ou il vient pour acheter un antibiotique, systématiquement on va lui donner le probiotique B. C'est le protocole. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, elle est évidente. Je vais augmenter mes ventes sur ce produit et au moment de faire le marché, j'arrive facilement. Mais deuxièmement, c'est pour le client. Le client va me dire ah haga, le collègue dit qu'il a un probiotique breto bhelo. Alors elle est là, il y a 40 boîtes, laquelle elle lui a donné. Alors que si elle sait que le protocole c'est celui-ci, elle prend, elle lui met sur le compte ah oui Heda. Alors le client là il est bluffé. Et alors, je lui ai dit probiotique et direct il a été pour le produit. Et ça on peut faire ça parce qu'il y a les protocoles. Ça veut dire que chaque produit, ça veut pas dire tous les produits de la pharmacie, mais ceux qui sont les plus intéressants et aussi par saison et par marché, on sait que par exemple, mon probiotique va être celui-ci et on va travailler celui-ci à fond. Et moi, je vais pouvoir augmenter mes marges. Donc, qui dit marge, peut-être un meilleur bonus pour mes employés ou une meilleure prime quand il y a les fêtes, etc., etc. Mais au moins, on a tous le même protocole. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, très peu de pharmacies font les protocoles. Et quand j'ai le protocole de vente, je peux créer un scénario de vente où je vais établir comment je vais aborder le produit et comment je vais aborder les objections. Et donc, quand j'ai des objections, automatiquement, ça veut dire que j'ai un refus du protocole par le client. Quelle est mon option alternative pour ce protocole? Ça veut dire, première recommandation, ça va être ce produit-là. En seconde recommandation, ça va être le produit A. Et donc, toute l'équipe va main dans la main sur le même protocole. Donc, le client me dit, quand je lui donne la boîte, non, ce n'est pas celui-ci. Hop, c'est l'autre. Ah oui, c'est celui-ci. Et donc ça permet une efficacité du service au comptoir très importante. Et en termes de marge aussi. Mais à condition que ce soit le même produit. Enfin, le A, B, C, ça représente le même... Oui, je parle à produit équivalent. C'est-à-dire que par exemple, si on sort des probiotiques, je prends par exemple un sérum hydratant, et je ne vais pas mettre en protocole A le sérum à 1000 dirhams et le protocole B, le sérum, il est à 200 dirhams. Il y a une différence abyssale entre les deux. Par exemple, je ne peux pas comparer un sérum hydratant et un sérum anti-tache parce que la personne me dit non, moi je voulais que de l'hydratation. Donc vous m'avez donné un sérum anti-tache, j'ai payé plus cher et en plus, je n'ai pas ce que je veux. Non, c'est toujours à équivalence qui correspond. C'est toujours. Pour probiotiques, ça peut être par exemple nos pansements gastriques. On donne quoi en premier? On donne cette marque ou cette marque? Sur les IPP de vente libre, quand les clients me disent « je veux oméprazole », vous en avez beaucoup. Je ne vais pas citer les marques, ce n'est pas mon but, mais vous avez beaucoup et vous savez très bien les marchés que vous faites. Vous savez quel marché vous donne plus ou moins de marge. Et ensuite, vous avez certains marchés, j'en parle avec certains, qui sont un peu pénalisants parce qu'on vous demande de payer comptant, on vous oblige à prendre certaines références, qui ces références ne sont pas très demandées ou elles ne sont pas du tout prescrites et ça reste là-bas. Donc, pour éviter ça, à mon équipe, je leur dis voilà, je viens de faire la commande Intel, on a cette molécule qu'on sait parfaitement qui va rester stagnée. Pour éviter ça, les prochains mois, notre recommandation, ça va être cette marque-là. Ça va passer par le merchandising, c'est-à-dire que le produit va être visible au client, il ne faut pas qu'il soit dans les tiroirs. Automatiquement, quand quelqu'un me demande un produit sans marque, ça va être celui-ci. Et comme ça, je vais écouler rapidement ce stock qui ne m'intéresse pas. Et ensuite, je reviens à mon protocole de rentabilité. Donc, j'évite le stock dormant dans cette référence. Donc, la promotion et marketing, c'est aussi des choses qu'on vous enseigne dans le module de management. C'est
bien combiner les offres, bien utiliser les réseaux sociaux, le marketing digital, mais aussi le marketing offline, ça veut dire la communication en interne, les affiches, les prix. Vous avez la majorité des pharmacies, les prix ne sont pas affichés. Ou quand ils sont affichés, ils sont collés sur le produit. Donc, coller les étiquettes sur le produit, moi je ne suis pas très pour, parce que quand on parle d'un complément alimentaire, lambda ou quoi que ce soit, pas très gênant, mais quand on achète un sérum, une crème qui coûte un peu de l'argent et qu'on veut l'offrir, le client il est là à gratter l'étiquette pour l'enlever, ça reste un peu sale, et des fois vous avez des problèmes parce que le laboratoire vous dit « Ah, vous avez collé l'étiquette, je ne reprends pas ». Donc, le plus simple, c'est d'afficher les prix. Oui, en rayon. Quand vous allez à Carrefour, à Margène, les prix sont affichés. Et donc, du coup, vous n'êtes pas là à chaque fois à prendre le produit, parce que j'ai entendu ça aussi. Je vais à la scanette. Ah non, ça ne me convient pas le prix. Qu'est-ce qu'il va faire le client? Il ne va pas retourner en rayon, vous le mettre. Il va vous le jeter là-bas. Moi, je suis allé chez un de vos concurrents de parapharmacie, ils ont ça. Et j'ai vu, autour de la scanette, c'est accumulé. Il y a un autre comptoir nouveau qui s'est créé de produits abandonnés. Ça n'a aucun sens. Le client, il a besoin que quand il a le parcours libre, d'avoir accès aux produits et comparer tout de suite. Ah oui, Aïcha, elle a des bons prix. Bon, bah, je prends là. Ah oui, c'est bon ça. Ah non, ça ne me convient pas. Mais au moins, il a la décision rapide. Et beaucoup de fois, comme vous vendez en parapharmacie, en cosmétique, vous vendez au PPH versus PPV, vous pouvez communiquer le PPH et communiquer le PPV. Ça veut dire que le PPV est de temps, mais moi, je vous le vends à temps. Je communique. Oui, vous parlez de PPH et PPC, non? C'est ça, PPC, PPH. Ok. Donc, ça dépend, certaines pharmacies me parlent au PPH, d'autres au PPC. Donc, le prix catalogue, on va dire, et le prix de vente publique. Mais des fois, enfin la majorité, vous ne communiquez pas que vous avez réduit le prix. Certains, mais beaucoup ne le font pas. La majorité ne le font pas. Donc, le client, quand il arrive au comptoir, sur la porte, il y a marqué moins 30%. Vous me faites moins 30% ici? Non, c'est déjà fait. Oui, mais c'est vous qui me le dites. Moi, je ne vois pas que c'est fait. Il est en train de vous négocier au comptoir une réduction, etc. Alors que s'il voit sur l'affichage, c'est déjà moins 30%, il fait « Ah oui, elle a moins 30%, elle n'a pas menti. Je prends et je vais au comptoir, je le paye. » Donc ça, c'est des petites actions qui vont vous permettre d'éviter déjà les conflits au comptoir et de gagner en visibilité pour vos clients. Et toujours, alors moi en tant que consultant, vous allez être fatigué de m'entendre là-dessus, le suivi et l'analyse des résultats. Ça veut dire que moi, je peux avoir une stratégie, par exemple, si on revient sur les protocoles de vente, on peut se tromper, l'erreur est humaine. C'est-à-dire que moi, je voulais travailler le laboratoire B, mais ça n'a pas pris. On a essayé, on a fait une autre manière de communiquer, on a refait une formation, on a changé le scénario, le discours, ça n'a pas pris. Bon, bah, c'est pas grave. Maintenant, ce qui est grave, c'est de ne pas analyser. J'analyse, bon, bah, j'arrête de travailler ce produit et je reviens au produit A, j'ai moins de marge, mais je continue à gagner de l'argent. Et en attendant de me retomber sur un autre laboratoire ou sur autre chose qui va me permettre de gagner sur de la marge ou des conditions commerciales. Mais ça, il faut le faire. Aussi, analyser les tickets moyens de mes employés. Ouf, le ticket moyen est en train de descendre. Pourquoi? Ah, parce qu'ils sont en train de me recommander des produits moins chers. Pourquoi vous me recommandez des produits moins chers? Parce que les clients, parce que je suis à Mel Ramadan, Mel Eid, Mzairin. Ah, ok. Donc, je tiens en compte. Et ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, tenant compte des fêtes, des actions qu'il y a au niveau national, faire des marchés sur ces produits qui sont plus économiques, mais je vais pouvoir augmenter ma marge. Donc, le ticket va réduire, mais la marge, non. Donc, au final, il y a deux façons de calculer la marge, par pourcentage ou par dirham par boîte. Et des fois, le pourcentage est plus élevé, mais il ne vous laisse pas autant de dirhams par boîte, parce que le prix d'achat est lui-même plus élevé. Donc, il faut tenir en compte du prix de ce qu'on appelle la marge par pourcentage et dirhams par boîte. Et toujours le feedback. Toujours avoir des réunions avec vos équipes. Parce que j'entends beaucoup des gens qui me disent « Ah, j'ai des problèmes avec l'équipe, mes employés partent, j'en ai marre. » Oui, mais combien de fois vous faites des réunions avec eux? Combien de fois vous faites des repas avec eux? Vous l'avez dit? Jamais. Moi, par exemple... Je fais un repas tous les 3 mois avec eux. Un déjeuner. Et vous avez des problèmes d'équipe? Non, pas du tout.
C'est de la prise en considération. Moi, par exemple, j'ai un client. Bon, c'est un client qui est en Espagne. J'ai un client qui est en Espagne et qui invite une fois dans l'année toute son équipe. Il privatise une zone d'un restaurant, parce que c'est un groupement de pharmacies, et ils organisent un événement, enfin, c'est buffet libre, etc. C'est sur une terrasse, c'est un endroit très bien coté à Madrid, etc. Il fait l'effort de l'investissement, mais il les envoie et lui-même est présent avec sa femme, ses filles, à cet événement. Donc, il y a une proximité qui se crée entre le titulaire et son équipe, et il n'a pas de problème. Il a des employés, ça fait plus de 16 ans qu'ils sont avec lui. Moi aussi, je connais un pharmacien sur Stade qui fait ça tous les ans. Ah oui? Qui Sur Stade, un pharmacien Qui fait des repas annuels. qui fait des repas annuels, qui invite tous ses employés chez lui à la maison. C'est-à-dire pas chez lui, chez sa mère, où il habite sur Casa, chez sa mère. Alors moi, je... Voilà, un restaurant. Et même avec leurs enfants. Ça sort, ça donne une bonne ambiance pour discuter. Ils relâchent tout ce qu'ils ont comme problème. Voilà. Non, c'est une très très bonne idée d'inviter le personnel, toute l'équipe. Moi j'ai 3 personnes, des fois je les invite avec leurs enfants, je leur dis venez, vous allez déjeuner dans un restaurant pas très loin de la pharmacie et on discute et je vous assure que ça marche très très bien. C'est-à-dire ils relâchent tout ce qu'ils ont comme problème. Oui, c'est très important. Des réunions, les réunions elles doivent être au moins une fois par mois avec l'équipe pour voir si il y a des choses que moi je n'ai pas vues, parce qu'il y a une réalité, et celle-ci, elle est indéniable. Nous avons aussi la casquette de gestionnaire, c'est-à-dire que je suis pharmacien, mais je dois faire de la gestion, je dois faire des achats, je dois faire ça, je dois contrôler la comptabilité, j'ai rendez-vous avec le comptable pour les papiers, je dois payer les salaires, etc., etc. Donc, des fois, et après, il ne faut pas oublier que j'ai une vie privée. Donc après, dans ma vie privée, j'ai les autres problèmes. Donc, il est normal que des fois, j'ai la vision un peu, on va dire, biaisée de la réalité au comptoir. Et moi, cette réunion mensuelle avec mon équipe va me permettre, premièrement, de garder le contact avec mon équipe, de leur montrer que je suis préoccupé par ce qui se passe au comptoir et dans ma pharmacie, et que eux aussi se sentent valorisés parce qu'ils se sentent écoutés. Et aujourd'hui, un des grands problèmes, pas qu'ici au Maroc, partout dans le monde, c'est que les gens ne sont pas écoutés. Donc, une réunion une fois par mois, un repas une fois dans l'année d'équipe. Alors, chez vous, faites ce que vous voulez. Moi, je recommande plutôt dans un restaurant, vous faites ça à l'extérieur, etc., etc. Les anniversaires. Les anniversaires, ça va vous coûter 0 €. Si vous travaillez avec les laboratoires, vous leur dites, voilà, je veux des unités gratuites parce que je fais des cadeaux à mon équipe. Et quand c'est l'anniversaire d'un tel, je lui prépare un panier. Je prépare le panier, je lui mets du beau papier, etc. Je l'appelle dans le bureau, je lui dis, Mbrok Msaoud, voilà, joyeux anniversaire, voilà ton cadeau. Un petit gâteau, en fait. Les gâteaux, etc. C'est des petits détails qui font la différence. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler en pharmacie en tant qu'étudiant, systématiquement, on nous donnait des produits. Et un jour, j'ai commencé dans une pharmacie à Paris, et au bout d'une semaine, c'était tous les 2 mois, ils donnaient des sacs de produits, mais c'était des sacs énormes, parce que le laboratoire lui donnait beaucoup de produits. Et moi, ça faisait 2 week-ends, parce que je travaillais que les week-ends, ça faisait 2 week-ends que je travaillais, et je suis reparti avec 2 sacs. Et ma mère m'a dit, mais tous ces produits, je sais, ils nous les ont donnés parce qu'ils font ça tous les temps. Moi, mes amis, ils étaient contents. Moi, j'avais des cadeaux pour toute l'année avec ces sacs de produits. Donc, c'est de la reconnaissance indirecte, mais que le collaborateur va valoriser. Donc, c'est ce genre de feedback qu'il faut faire. Et comme on fait cette continuité, on sait aussi pourquoi tel ou tel employé a des difficultés au niveau du comptoir. Parce que peut-être qu'il a des problèmes à la maison, peut-être qu'il a trop de travail parce que justement il manque quelqu'un dans l'équipe et donc du coup il a assumé les tâches de l'autre personne et donc je ne peux pas non plus trop lui exiger sur son ticket moyen, etc. Donc, le passeport formation qu'on a de dermocosmétique et parapharmacie, c'est un passeport qui est ouvert avec le pharmacien manager à partir du mois d'octobre et c'est ouvert à toute l'équipe. J'insiste, je ne prends pas que les titulaires. Et c'est là, alors j'avertis aussi, parce qu'on m'a posé la question 1 million de fois, alors je vais vous raconter le problème est solutionné. C'est la même formation pour vous que pour les collaborateurs, parce que c'est la même salle, c'est le même discours. L'objectif, c'est de pas de vous donner une formation académique. Je ne veux pas vous transformer en professionnel de la cosmétique, ce n'est pas mon travail.
Mon travail, ce n'est pas que demain, vous soyez des experts, vous me dites, ah, le récepteur alpha, c'est celui-là qui réagit avec les rétinoïdes. On s'en fout complètement. Excusez-moi de parler crûment, mais on s'en fout complètement. Parce que l'objectif, c'est que ce soit pratique pour que vous puissiez le transmettre à celui qui va acheter. Et celui qui va acheter n'est pas forcément scientifique. C'est votre client. L'objectif, c'est de transmettre un discours compréhensible, facile de comprendre et qui soit efficace. C'est-à-dire que le client va dire, ouah, ici, ils contrôlent à fond. Ah, ils savent vendre. Ils savent expliquer les produits. On ne me l'avait jamais expliqué comme ça. On ne m'avait jamais dit que je devais faire ça comme ça. Je vais vous faire conseil. Je vais vous écouter vos conseils et je vais les suivre. Donc, c'est la même formation. C'est des formations qui se font en une journée, une fois par mois. C'est-à-dire, c'est une journée par mois. C'est matin et après-midi. Mais c'est la même formation le matin que l'après-midi. Parce que l'objectif, c'est que vos employés puissent venir à la formation sans fermer la pharmacie, sans pénaliser la pharmacie. Ça veut dire que, par exemple, je prends l'exemple de Aïcha, vous avez 3 employés, plus vous. Ça veut dire que 2 de vous viennent le matin, pendant que les 2 autres sont au comptoir, et les 2 autres qui étaient au comptoir le matin viennent l'après-midi à la formation. Vous et celui-là qui était en formation avec vous le matin retournent à la pharmacie pour couvrir. C'est une fois par mois, ça ne pénalise pas trop la pharmacie parce que c'est juste une journée où l'équipe est un peu réduite. Mais l'avantage, c'est que toute l'équipe reçoit le même discours, reçoit la même formation. Personne n'est délaissé en disant « Oui, moi, j'ai pas reçu la formation, il n'y a que Aïcha qui a eu la formation. » Donc, du coup, Aïcha, elle n'explique pas très bien. Donc, j'ai pas très bien compris le truc sur l'hydratation. Non, c'est un exemple. J'ai pas très bien compris le truc sur l'hydratation qu'elle m'a raconté. Donc, bref, je ne le fais pas. Donc, c'est reconquérir. L'objectif, c'est d'éviter que vos concurrents, les parapharmacies, et ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps, est-ce que cette formation est ouverte aux parapharmacies qui sont juste côté parapharmacie? La réponse est non. Nous, à Nova Pharma Consulting, il y a Pharma, on ne travaille qu'avec les pharmacies. Donc la formation n'est ouverte que pour les pharmacies. Mais bien sûr, quand on parle de parapharmacie, pharmacies qui veulent reconquérir la parapharmacie et donc qui sont prêts à investir pour reconquérir ce marché. Après, je vous laisse poser la question. Pour qui, dans toute l'équipe, la durée, c'est de octobre à juillet. Donc, c'est vraiment une année scolaire où tous les mois, on a une formation avec une pause pendant le ramadan. Où ça va se faire, en principe, dans 3 villes. C'est selon les groupes qui se composent. Alors, c'est modulable. À Casa, c'est sûr. À Casa, ça se fait. Donc, après, c'est Rabat Marrakech, ok? Et selon les groupes qui se forment. Je le dis toujours. Je veux dire que si, par exemple, à Rabat, on a un groupe, c'est à partir de 30 pharmacies. Maximum 45, c'est pas aussi, parce qu'il faut que je puisse avoir accès aux employés et à vous pour expliquer. Je ne peux pas avoir un groupe de 200 personnes, ce n'est pas un amphithéâtre, ce n'est pas la fac. L'objectif, c'est vraiment des travaux dirigés, où on est à l'écoute, on pose des questions, je regarde que tout le monde fait les exercices, que tout le monde s'applique, parce qu'il y a des objectifs mois par mois. Donc, je ne peux pas faire ça avec 200 personnes. C'est un groupe réduit. Donc, je prends par exemple l'exemple de Marrakech. Je ne sais pas s'il y a des gens de Marrakech. Alors, c'est l'exemple, par exemple. Imaginons qu'à Marrakech, il n'y a pas de groupe qui se forme. Voilà, j'ai que 5 pharmacies. Mais par contre, à Fès, j'ai 30 pharmacies qui me disent « Oui, nous, on veut une formation à Fès. » Donc, Fès va être inclus. Aujourd'hui, moi, j'ai mis 3 villes. Mais il y a une 4e qui peut s'ouvrir, parce que ça, c'est pendant une semaine, par mois, pour des questions de logistique. On peut ouvrir une 4e ville en fonction du groupe qui se forme. Par exemple, si on me dit j'ai 3 pharmacies à Tétouan, je ne vais pas aller à Tétouan. C'est évident. Donc, normalement, Casa, Rabat, on arrive à faire les groupes. Après, c'est en fonction des groupes qui peuvent se former dans d'autres villes. Mais on est ouvert à toutes les options. 30 pharmacies par ville. Non, bah, ça correspond un peu à ça. Ça dépend parce que vous avez des pharmacies où il n'y a que 2 ou 3 employés. Donc, vous aurez un groupe de 30-40 personnes et un groupe d'à peu près 40-50 personnes. Parce que je prends l'exemple de Aïcha. Aïcha, elle a 3 employés plus elle. Un assistant et plus moi. Vous êtes 5. Ouais. Donc, vous êtes 5. Donc, il y en aura 2 qui viennent l'après-midi et 3 le matin. Mais c'est 30 pharmacies puisqu'on compte que chaque pharmacie va envoyer à peu près 2 employés par créneau. Donc, du coup, c'est des groupes qui sont plus homogènes pour pouvoir avoir à peu près
50, 60 personnes le matin, 50, 60, 70 l'après-midi. OK? Mais l'objectif, c'est celui-ci. Et chaque mois, sur le mois suivant, il y a des objectifs de vente qu'on donne aux employés pour qu'ils puissent s'appliquer. Et donc, le mois suivant, on révise les objectifs, on voit les objections, les doutes qu'ont eu les collaborateurs et vous-même, les pas titulaires, sur tel ou tel produit. Et on débloque et on passe à la formation suivante du mois suivant. Alors ça, on va vous le communiquer au niveau du pharmacien manager. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez remplir le formulaire qui est là. Vous pouvez scanner pour avoir le formulaire et vous pouvez vous inscrire. Oui? Alors, la langue, c'est en français et en derija. Français et derija. On fait les deux, enfin je fais les deux, pourquoi? Parce que vous avez des clients qui sont arabophones, mais des fois vous avez des clients de passage qui peuvent être francophones. Et donc il faut donner le matériel, on va dire, linguistique pour pouvoir retransmettre l'explication aux clients. Le seul problème que j'avais, c'est que vous n'avez pas offert la formation le samedi après-midi. Alors. Et parce que j'ai 2 employés, j'ai que 2, et je suis installée à Barchid. Et ils veulent se déplacer, ils étaient d'accord pour se déplacer le samedi après-midi. Et après, c'est pour ça que j'ai... Alors, le samedi après-midi, ça ne se fait pas parce que la majorité, au final, on joue sur la majorité des employés ne voulaient pas aller l'après-midi, un samedi après-midi. Ce que je peux comprendre. Après... Si seulement ça a été offert à Barchid, on pouvait faire ça. Bah, si vous avez des pharmaciens à Barchid qui sont partantes, ou entre-temps, enfin, je veux dire Barchid, parce que c'est... On est 80. Vous êtes 90 bah, vous pouvez faire un groupe. Oui. Mais Barchid, c'est à combien de temps de Casa? À 30 minutes. Oui, c'est pas loin. Mais c'est pas loin, mais le problème c'est que pour les déplacer pour les employés, Parce qu'ils habitent à Barchid. ils habitent à Barchid. Oui, non, j'ai bien compris. Ils ne veulent pas venir... Alors, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me dédupler et aller à Barchid pour former... ça dépend après des groupes. Mais de toute façon, c'est un cas particulier. En manière générale, il faut... Moi, j'invite les collaborateurs à venir à ces formations parce qu'elles sont faites essentiellement pour eux. OK? Et on trouvera, parce que Barchid, c'est pas loin, donc 30 minutes, ça se fait. Et ça va être maintenant, c'est parce que la dernière fois... Mais le déplacement, on ne peut pas les déplacer 2 fois. Comment 2 fois? Vous ne pouvez pas les déplacer 2 fois. Ah oui? Bah, c'est un déplacement par personne. C'est 1 fois par mois. Et après... Non, les jours ne sont pas encore fixés, c'est à fixer avec vous. Il y aura des sondages et ensuite vous avez en ligne la formation des titulaires qui va être la formation de management. Elle se fait en ligne, à distance, et c'est pareil, de octobre à juillet, avec le mois du Ramadan en pause. Donc vous avez 9 formations qui vont être de technique de vente, négociation, calcul de rentabilité, gestion de stock. Ça c'est pour... Alors, c'est ouvert aux pharmaciens et à leurs managers. Parce qu'il y a des pharmacies qui ont une certaine taille et vous disent, moi, j'ai mon bras droit qui m'aide en termes de gestion stock, etc. J'aimerais bien le former. Donc, c'est ouvert aussi pour eux. Ce que je te propose, c'est former un groupe de managers. On en a besoin. Alors ça, c'est dans un deuxième temps. Déjà, il faut former les équipes qui ne savent pas vendre. Oui, mais bon, une équipe même... Bah là, vous pouvez les inscrire, vos managers. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe. Mais non, parce qu'il y a des pharmaciens qui prennent par exemple des assistants pharmaciens mais qui ne font pas l'affaire. Par contre, si on prend un manager, même s'il n'a pas de formation, même s'il n'est pas pharmacien, c'est juste pour gérer la pharmacie, gérer l'équipe officinale, gérer le... Oui. Je vous assure qu'avec tout ce que tu dis, c'est très important pour l'équipe, pour la pharmacie. Oui. Donc, non, parce que j'ai un autre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous.